Comment savoir pour qui voter? Oui, la chose ne va pas de soi et même si le bulletin de vote n'est qu'une toute petite parcelle de la souveraineté nationale, je la détiens quand même. J'engage ainsi ma responsabilité et ma conscience ainsi que l'avenir de mon pays. Donc, des critères de discernement se révèlent nécessaires. Le frère Jacques-Benoît Rocher va contribuer à nous éclairer sur la question. Il est dominicain, docteur en sociologie, agrégé de sciences économiques et sociales, diplômé de Sciences Po. Il a publié plusieurs ouvrages qui touchent au domaine politique et au vote en particulier. C'est pour ça que je l'ai sollicité ce matin. L'Église catholique est-elle anticapitaliste? Aux presses de Sciences Po, en 2019, découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter. On en avait parlé d'ailleurs, c'était en 2022, à l'occasion d'un autre scrutin. Et les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger aux éditions du CERF plus récemment, dont on avait parlé également sur une question extrêmement sensible qui aussi divise ou mobilise les chrétiens. Bonjour frère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous un petit peu la démarche qui doit être celle de la personne qui doute intelligemment et qui ne sait pas encore comment se prononcer. Est-ce que vous avez des éléments à lui faire partager? Avant de s'arrêter sur le doute, j'aurais peut-être envie, de façon un peu paradoxale, de dire qu'il faut se réjouir aussi de pouvoir voter. Alors, pas peut-être parce qu'on a été un fervent soutien de cette question de la dissolution, ça je le mets de côté, mais parce que je crois qu'il faut se rappeler que c'est quand même quelque chose de beau, quelque chose qui est quand même une grande chance qui nous est donnée dans nos démocraties, de pouvoir choisir nos représentants. Et ce qu'on va faire ce week-end et la semaine prochaine, c'est quelque chose qui manifeste le fait qu'on est libre. Et j'ai envie de le rappeler d'abord un petit peu parce que je trouve qu'on n'entend pas suffisamment cet aspect-là dans ce contexte quand même assez tendu de la dissolution. Voilà, un premier point, c'est se rappeler qu'on a de la chance de pouvoir voter. Ensuite, effectivement, ceux qui doutent, je pense qu'il faut peut-être se remettre en face des fondamentaux. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme chrétien notamment, de se redire qu'est-ce qui fonde finalement le fait que l'on vive ensemble? Qu'est-ce qui fonde le fait que l'on fasse une nation ensemble? Eh bien, je crois que c'est en particulier le fait qu'on recherche ensemble ce qui est bien, ce qu'on appelle en régime chrétien le bien commun. Et je pense que c'est ça qui doit éclairer notre choix, ultimement. Voilà. Le bien commun, avez-vous une définition précise du bien commun? Alors, le bien commun, c'est quelque chose dont on se rapproche. Donc, il n'y a pas une définition, on se dirait j'y suis ou je n'y suis pas. Mais c'est la manière dont, avec mes concitoyens, j'essaye de tendre vers quelque chose qui est bon pour nous tous, qui est bon pour moi, mais qui est bon pour mon voisin, qui est bon pour le sens aussi que j'ai de la dignité humaine, que j'ai de l'humanité. Alors, ça peut sembler peut-être un petit peu abstrait, mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on discute ensemble. Je crois que là, il y aurait quelque chose de dangereux de se dire on va s'arrêter à des grandes consignes de vote ou s'arrêter uniquement à un point précis d'un programme. Il faut d'abord se remettre devant une perspective plus générale de se dire qu'est-ce que c'est le bien que j'ai envie aujourd'hui pour mon pays? Qu'est-ce que c'est le bien que je souhaite à mes concitoyens et à moi-même aussi? J'ai envie de dire que ça, ce serait l'attitude, en tout cas, dont je souhaiterais qu'on aborde ces élections. Qu'est-ce que je souhaite de bon pour mes concitoyens? Alors justement, si vous posez la question, je présume que vous avez la réponse, parce que cette question, si vous vous la posez à vous-même, c'est que vous estimez qu'elle est importante, et donc vous avez peut-être des éléments de réponse aussi. Eh bien, en tout cas, moi, ce que je souhaite de bon pour les Français et ce que je souhaite de bon pour mes concitoyens, c'est qu'on puisse notamment retrouver un peu le chemin du débat, le chemin de la possibilité de vivre un tout petit peu plus unis ensemble. Il me semble qu'on est un pays qui a connu beaucoup de soubresauts ces derniers temps, qui est menacé quand même par pas mal de tiraillements. Je ne sais pas s'il faudrait dire qu'ils sont communautaristes, mais en tout cas de choses qui nous enferment dans des chapelles qui font qu'on ne se parle plus mutuellement. Je pense que ce serait beau si on arrivait à se dire on essaye de se remettre en face devant un objectif qui nous ferait avancer ensemble. Et puis qui nous rendrait de nouveau un petit peu fiers d'être français, fiers de pouvoir porter aussi les couleurs de notre pays, ce qui ne veut pas dire avoir un nationalisme fermé, mais qui nous rendrait quelque part une sorte de sortie de cet esprit un peu de désespérance qui nous caractérise un petit peu comme Français ces dernières décennies, je trouve. Mais frère Rocher, la politique, c'est quand même l'affrontement par définition, puisqu'il y a des visions qui s'opposent, on défend un type de société, et donc nécessairement, la politique crée du clivage. Et donc, si vous cherchez par nature un bien commun qui est un petit peu illusoire et qui est inaccessible, vous vous mettez un petit peu hors du jeu. Il y a un moment où il faut entrer dans le jeu et se prononcer sur l'offre politique. Est-ce que vous allez jusqu'à ce stade? Alors,
que la politique soit du clivage et soit un affrontement d'idées, je pense que c'est tout à fait vrai et que c'est tout à fait bon. Simplement, il ne faut pas l'affrontement pour l'affrontement. Il ne faut pas non plus forcément l'affrontement pour que j'écrase mon adversaire politique, on va dire. Il faut l'affrontement pour que justement, à partir de différents arguments qui vont se rencontrer, on puisse progresser mutuellement, on puisse s'enrichir quelque part des contestations qui sont apportées les uns aux autres. Et je ne suis pas sûr que cet objectif-là, on l'ait toujours très clairement en tête. On a un petit peu en tête cette espèce d'esprit de dire je vais, parce que j'ai soutenu tel parti ou parce que j'ai voté pour telle tendance, je vais écraser la tendance adverse. Mais comment est-ce que j'écoute ce que la tendance adverse a à me dire, y compris, et ça je le dis un peu comme chrétien, y compris si j'estime que la tendance adverse, elle ne sent pas très bon le christianisme. Qu'est-ce que me disent les électeurs qui votent pour elle? Qu'est-ce que me disent mes concitoyens quand ils portent leur suffrage vers tel et tel parti? Et ça, je regrette parfois que comme chrétien aussi, on s'exclut, on s'excommunie mutuellement dans pas mal de chapelles, et c'est quelque chose qui contribue pas au débat public. Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, moi j'ai tendance à dire, et c'est pas une manière de me mettre à l'abri, je suis religieux, je suis théologien, et précisément mon but est pas de dire aujourd'hui à nos auditeurs pour quel parti ils vont devoir voter, parce que je pense que précisément il faut que on puisse avoir une vraie culture du débat et donner quelques critères, oui, mais donner des consignes de vote, je pense que c'est pas le rôle de l'Église. Alors, donner des critères précisément, parce que si la consigne de vote, d'ailleurs, peut-être n'est-elle plus du tout efficace. Le principe de la consigne de vote paraît un petit peu désuet. On s'attend quand même à un taux de participation élevé, en particulier chez les jeunes, ce qui est peut-être aussi, pour renvoyer à ce que vous disiez tout à l'heure, un signe de bonne santé démocratique. Du côté des critères, donc, est-ce qu'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair ? Je crois, alors, un critère, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est comment est-ce qu'on peut rebâtir justement une confiance qui fera qu'on n'aura pas une France trop clivée, une France qui sera une France, voilà, par exemple, une France du monde rural ou du monde provincial et une France des grandes villes. Je crois que ça, c'est un clivage qu'on voit de plus en plus se manifester, une fracture territoriale qui, à mon avis, est très problématique et qui vient peut-être du fait qu'en France, on n'applique pas suffisamment ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait qu'on donne quand même un pouvoir aux échelons locaux qui est un pouvoir suffisant, on va dire. Un autre critère qui est très important, c'est une question internationale. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France va se positionner compte tenu des grandes tensions qui se dessinent et qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui dans les conflits qui se présentent? Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. Et puis une question, je pense qu'il faut affronter aussi comme chrétien, qui est la question de l'immigration et de la présence de migrants sur notre territoire national. Ça, je crois qu'il faut aussi qu'on en parle, et qu'on en parle ouvertement sans trop de crainte. Voilà 3 grands enjeux que moi je verrais. Alors justement, ce sont les enjeux que vous voyez à la lumière de ce que l'Église dit, ou alors c'est simplement votre réflexion, frère Rocher? Je pense que ce sont les deux un petit peu. C'est-à-dire, j'étudie ces questions et en les étudiant, il me semble qu'elles me rejoignent par rapport à cette réalité aujourd'hui de la France, d'une France qui est fracturée, d'une France qui reste une grande puissance à l'échelon international, et puis d'une France qui est aussi une terre de brassage culturel extrêmement importante. Et tout ça rejoint la réflexion de l'Église, oui. Je pose la question parce qu'à mon avis, il y a très peu de gens qui vont déterminer leur vote en fonction de la situation internationale, et pas plus sur la question de la subsidiarité, qui est un mot qui est ignoré par la plupart des gens. Donc, ce qui peut, voilà, en fait, aujourd'hui, être un positionnement, c'est la question de l'immigration. Oui, alors, sur la question de la subsidiarité, peut-être que les gens ne le diraient pas comme ça, mais je crois que quand même pas mal de personnes, quand on les écoute, nous disent voilà, je vis dans une région où l'hôpital public a fermé un certain nombre de lits, je vis dans une région où il n'y a plus d'école pour mes enfants. Voilà, c'est ça aussi concrètement la subsidiarité. C'est comment est-ce que les citoyens ont accès à la possibilité de s'exprimer sur des services publics qui pourraient être à leur disposition là où ils sont. Donc, ils n'emploieront peut-être pas le terme de subsidiarité, mais ils verront bien que c'est un enjeu. La situation internationale, si, je crois qu'elle inquiète quand même pas mal de Français, mais vous avez raison, un des éléments de clivage actuel, c'est effectivement cette question migratoire. Alors, on va en parler justement, si vous le voulez bien, frère Rocher. François Fèvre est avec nous, il est candidat LR, soutenu par le RN dans la Sarthe, la 2e circonscription. Entrepreneur, il a 32 ans et ancien directeur de la radio RCF dans la Sarthe précisément. Bonjour François Fèvre. Bonjour, oui, bonjour mon frère, bonjour à tous. Bonjour. Alors,
Expliquez-nous un petit peu votre démarche, ce qui constitue aujourd'hui votre motivation pour vous présenter à ces élections, François Fèvre. Mais on parle beaucoup d'un climat anxiogène en France. Moi, au contraire, j'ai eu un vrai espoir quand j'ai vu M. Ciotti qui a lancé une union avec le RN pour les élections. En effet, pour être au pouvoir, il faut faire 51%. Et donc, c'est enfin une alliance de toutes les droites pour créer un vrai changement, une vraie alternative pour mettre des mesures et remettre un peu la France à l'endroit. Je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron à force de répéter des mots de guerre civile, de choses comme ça, anxiogènes, ne fait pas du bien, et il est temps d'avoir plutôt un message d'espérance et de remettre justement le pouvoir aux Français et, comme disait le frère juste avant, sur le principe de subsidiarité, de pouvoir redonner un peu du pouvoir aussi aux échelons locaux. Si j'ai fait appel justement à vous ce matin, c'est que les territoires, comme on dit, sont très concernés par la poussée du vote RN. Et vous expliquez que vous, les gens se déterminent en fonction, que ce soit pour tel ou tel parti politique, en fonction des critères mentionnés par le frère, c'est-à-dire la subsidiarité, le rapport entre Paris et la province, pour faire court, la question internationale et la question migratoire. Alors oui, le mot subsidiarité n'est pas très connu, mais c'est vrai qu'il y a le côté où oui, on voit quand même un vrai rejet de Paris. On a une impression dans les marchés que Paris décide de tout, fait tout, et on voit aussi qu'il y a une sorte de perte de confiance dans les hommes politiques qu'on ressent quand même sur les marchés, même si le changement, il est vraiment, il y a une vraie envie de changement. Et le dernier échelon qui vraiment a une confiance, c'est les maires. Donc on voit que les maires sont bien vus par les Français. Et en fait, ça rappelle ce que dit l'Église sur le fait de laisser faire les plus petits échelons, c'est-à-dire d'abord les individus, la famille, les mairies et puis l'État. Sur les questions internationales, sur les marchés, moi, j'en vois pas, personne m'en parle. Il y a un peu une crainte mais c'est pas du tout la priorité des Français, en tout cas ce que je vois en Sarthe. En revanche, oui, l'immigration, l'insécurité. Je dirais, pour faire simple, c'est d'abord le pouvoir d'achat. La première question dont on parle, c'est le pouvoir d'achat. C'est le fait de pouvoir remplir sa voiture d'essence à la fin du mois et son caddie de course. Et après, c'est l'insécurité et certains en font un lien avec l'immigration. Alors pourquoi vous, François Fèvre, avez-vous choisi l'étiquette LR soutenue par le RN ? Est-ce que c'est compatible avec un engagement chrétien ? Oui, tout à fait. C'est le pape Benoît XVI qui avait montré les points non négociables. C'est sûr que je crois qu'il y a une dizaine de points non négociables. Aujourd'hui, aucun parti ne remplit toutes ces cases. Mais je pense qu'aujourd'hui, les partis de droite sont ceux qui sont le plus près, notamment dans tout ce qui est défense de la vie, dans ce qui sera défense du plus pauvre. Quand on dit que sur l'immigration, c'est un manque de charité, c'est pas être anti-immigration, c'est un manque de charité, c'est faux. D'abord, on n'est pas contre l'immigration, mais contre l'immigration de masse. Et il faut rappeler quand même que l'immigration, c'est des milliers de morts dans la Méditerranée chaque année. Et donc, ceux qui l'encouragent, ne sont pas. Pour moi, c'est du faux humanisme. Ensuite, on a quand même ce problème d'insécurité qui est quand même lié en partie par certains étrangers. On a eu les scores, par exemple, dans les grandes villes où la moitié de la délinquance est due à des étrangers. Et ça, je pense que les premières victimes, ce sont les jeunes qui se promènent dans la rue et qu'il faut protéger, y compris dans les jeunes issus eux-mêmes de l'immigration. Frère Rocher, comment vous situez-vous par rapport à ce discours d'un candidat ? D'abord, évidemment, je me prononce pas sur le parcours de monsieur. Ça, sont ses convictions. Hein. J'entends bien ces éléments que vous remontez des préoccupations des Français qui viennent des marchés. Je m'arrête sur le dernier point là que vous mentionnez sur l'immigration. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est un sujet dont il faut qu'on discute ensemble. Moi, il me semble que l'Église, là-dessus, a un discours qui rappelle qu'il y a un élément, effectivement, qui n'est pas négociable, c'est que quand on reçoit une personne qui est en situation de grave nécessité, on ne peut pas lui fermer sa porte. Donc, un réfugié politique, une personne qui, dans son pays, n'a pas le nécessaire, et pas seulement le nécessaire biologique, mais un nécessaire qui est indispensable à son développement, on ne peut pas lui fermer la porte. Ça, c'est pas négociable, et ça fait partie de ces principes non négociables que l'Église définit du point de vue de l'engagement politique et du point de vue du vote. Voilà. En revanche, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir les portes nécessairement systématiquement ouvertes sur tout type de migrants, mais qu'on ne vire pas dans ce qu'on appellerait un nationalisme de fermeture. C'est-à-dire une attitude qui consisterait à dire ma culture, ma nation
est la meilleure, la plus forte, etc. C'est quelque chose, ça, qui est très étranger à la mentalité catholique. Un exemple tout simple qui nous vient de l'histoire, mais c'est sûr que c'est grâce, malgré tout, à l'ouverture des frontières que l'Évangile a pu se répandre et que précisément ce brassage culturel qui caractérise le catholicisme a pu avoir lieu. Donc je pense qu'une fermeture par principe, le catholicisme y est étranger. Voilà. Après, qu'il y ait du débat, c'est quelque chose qui est toujours important pour savoir si une population peut admettre finalement un trop grand renouvellement, un renouvellement trop important. Ça peut être un élément à discuter, mais moyennant le fait de garder cette dimension, d'avoir la porte ouverte pour les personnes en situation de grave nécessité. Ensuite, moi, je mettrais quand même un bémol sur le lien entre immigration et insécurité. Peut-être qu'il y a aussi là-dedans je ne sais pas si c'est, je dirais pas une instrumentalisation des chiffres, je n'irai pas jusque-là peut-être, il faudrait les voir de façon plus précise, mais peut-être une maladie plus profonde de notre société qui génère cette insécurité, une maladie sociale, on va dire, qui n'intègre pas notamment les plus démunis, et je ne suis pas sûr que ce soit directement lié à l'immigration. Mais voilà, ça c'est une question qui est plus ouverte. François Febvre, comment réagissez-vous à cette argumentation ? Alors, sur le premier point, je suis entièrement d'accord. La France a quand même une histoire d'accueil auprès des réfugiés qu'il faut, c'est une grandeur pour la France de pouvoir accueillir ceux qui sont vraiment en danger, mais ça diminuerait déjà de manière massivement l'immigration. C'est pour ça que je précisais avant qu'on n'était pas contre l'immigration, mais contre l'immigration massive. Aujourd'hui, on a effectivement j'aime pas ce mot, mais un trop plein d'immigration et notre culture, je ne sais pas si elle est supérieure, ça c'est pas mon propos. En revanche, elle est belle, elle a le mérite d'être respectée, elle est admirée partout en France et c'est normal que on demande à une assimilation de la part des populations qui veulent devenir françaises ou qui veulent rester en France. Enfin, au moins une intégration de ceux qui veulent rester en France. Sur le deuxième point, sur le lien entre l'insécurité et l'immigration, évidemment, c'est pas parce qu'ils sont migrants qu'ils sont délinquants, ça c'est sûr. En revanche, moi, il y a pas le lien social, je n'y crois pas, parce que on voit bien dans les campagnes où il y a des personnes qui sont les plus pauvres de France, il y a moins d'insécurité que dans certaines banlieues sensibles. Que ce soit d'abord un problème effectivement comment dire, que l'État français soit, avec les gouvernements précédents, soit en tort, c'est aussi une évidence. On n'a pas donné de quoi aimer la France aux personnes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est à nous aussi français d'être fiers en fait de ce qu'on est, parce que notre culture est belle, notre culture est admirée partout. Et je pense que si on vendait une France fière d'elle-même, les personnes issues de l'immigration pourraient être fières d'être français. J'ai comme ça un exemple en tête qui me vient. J'ai une sœur qui était chez Espérance Banlieue. Je ne sais pas si vous connaissez ces écoles. Un jour, elle était avec ses élèves sur les plages de Normandie pour une sortie. Et là, les élèves voient des pompiers qui lisent un texte de jeunes pompiers volontaires qui ont débarqué sur les plages de Normandie en 1944. Donc un très beau texte, c'est des lettres des pompiers pour leurs parents. Et en écoutant ça, il y avait un petit garçon qui était un peu le surbrillon de la classe qui vient voir le prof et qui lui dit voyez monsieur, cette France-là, je pourrais l'aimer. Donc si jamais on leur montrait la France comme moi mes parents l'ont montré avec ses héros français, avec son histoire, et dans les héros français il y a des grands saints. Je pense que cette France-là, on pourrait l'aimer. Pareil, ma soeur racontait aussi à la fin d'un cours, elle voit bien un de ses petits qui vient et qui lui dit madame, j'ai fait un cours d'histoire, Saint-Louis c'est le meilleur. Voilà, sans faire forcément du prosélytisme, on a des grandes figures qui sont des héros communs qu'on pourrait avoir, et c'est ça qu'il faut aussi mettre en place pour qu'on ait en fait comme vous disiez tout à l'heure, mon frère, c'est le bien commun, c'est des choses qui rassemblent, voilà, des choses qui rassemblent, et notre histoire rassemble. En tout cas, Saint-Louis est le seul roi canonisé. C'est ce qu'on peut souligner, François Febvre. Quand François Febvre, justement, parle des points non négociables, qu'est-ce que vous dites, frère Rocher ? Est-ce qu'il faut que l'Église clarifie ses positions ? Est-ce qu'il y a besoin d'apporter plus d'éléments à une opinion qui, aujourd'hui, est très chahutée par le bruit médiatique ? Alors, qu'il y ait des points non négociables, c'est vrai que ce sont des repères qui sont donnés aux personnes engagées en politique et éventuellement aux personnes qui votent. En revanche, il faut faire attention parce que la politique, par définition, c'est le lieu de la négociation.
La politique, par définition, c'est le lieu des réalités qui sont grises, qui ne sont ni noires ni blanches. Il ne faudrait pas que les catholiques se disent parce qu'il y a des points non négociables, à la fin, je ne vote pour personne et je ne m'engage pas. C'est stérilisant, en fait, hein, Laurent. Ça pourrait l'être si on les comprend mal. Je crois qu'ils sont donnés comme des repères, mais ils ne sont pas donnés comme une volonté de rester au bord de la piscine. Donc, au contraire, il faut y aller et il faut parfois faire un certain nombre de compromis. Ça ne veut pas dire lâcher sur les éléments fondamentaux, mais sur des éléments qui peuvent être discutés. Là, oui, on peut faire un certain nombre de compromis parce que c'est le propre du jeu politique. Et je pense que ce serait plus dangereux aujourd'hui, en tout cas pour un catholique, de ne pas s'engager. Peut-être même de se dire, comme je n'ai absolument pas la possibilité de voter pour un candidat catholiquement compatible, je vote blanc, je m'abstiens, pourquoi pas? Mais attention de ne pas utiliser cette arme de façon trop facile. Je crois qu'il faut s'engager avant toute chose. Et moi, je préférerais que les catholiques, en tout cas qui nous écoutent, prennent le temps de bien lire les programmes, de bien les resituer dans la philosophie dans laquelle ils se situent et ne se réfugient pas trop vite dans l'abstention ou dans le vote blanc. Est-ce que vous renvoyez dos à dos les extrêmes ? Je pense que les extrêmes, quelles qu'elles soient, sont toujours quelque chose de dangereux si elles polarisent le débat politique et si elles essayent de s'excommunier, de s'écraser mutuellement. Actuellement, en tout cas, moi je ne sais pas pour le cas français s'il faut les renvoyer dos à dos. Je pense que ça, je le laisse au discernement de chaque citoyen. Je dis juste que voilà, s'il s'agit encore une fois d'écraser l'adversaire et de ne pas être capable de prendre en considération ce qu'il dit, il y a quelque chose qui est dangereux pour la stabilité de l'État, oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que la logique du moindre mal, si on a du mal avec l'offre politique, justement, si on ne sait pas comment se prononcer, est-ce que le moindre mal, c'est quelque chose de pertinent? Ça peut être une grille de lecture, et auquel cas, comment élaborer cette notion du moindre mal? Ça peut être une grille de lecture pour les lecteurs, notamment parce que les lecteurs, il faut avoir conscience que précisément, il ne peut pas négocier le contenu des programmes. Je pense que quelqu'un qui est dans un parti politique, lui, il a une marge de négociation. Les lecteurs, il reçoit les programmes un petit peu clé en main. Et effectivement, il peut se situer dans cette logique du moindre mal. Mais moi, je situerais plutôt dans la dynamique de dire comment est-ce que tel et tel programme rentre en consonance avec ce que je conçois être les convictions chrétiennes les plus fondamentales que je porte. C'est-à-dire resituer finalement un programme dans un ensemble, dans une philosophie d'ensemble dont il est porteur et pas se focaliser sur un point. Vous voyez, pas dire tel parti est anti-migrant donc je vais voter pour lui ou tel parti est anti-avortement donc je vais voter pour lui, mais essayer de resituer finalement quelles sont ses propositions dans le programme général d'un parti, dans sa philosophie d'ensemble. Donc, regardez les programmes. Donc, les programmes servent à quelque chose. C'est ce que vous nous dites, alors que les programmes ne sont pas forcément un déterminant du vote très inspirant, enfin, semble-t-il. Mais en tout cas, vous nous y renvoyez. Vous avez raison de le faire. On a tout à y gagner de regarder les programmes. Merci beaucoup, frère Jacques-Benoît Rocher, dominicain, docteur en sociologie, agrégé en sciences économiques et sociales, auteur de plusieurs ouvrages en particulier sur la question du vote. La doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter, c'était en 2022, je le rappelais à l'instant même, tout à l'heure. Et puis, les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger. Et puis, je remercie également François Fèvre, qui est entrepreneur, 32 ans, et qui est candidat LR soutenu par le RN dans la 2e circonscription de la Sarthe. Merci beaucoup à tous les deux.